Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Božena Borenek et je suis attachée pour questions agricoles à l'ambassade de France. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui modérer cette conférence sur les agricultrices entrepreneuses du vivant, leaders des innovations. Je demande maintenant à monsieur l'ambassadeur Étienne de Poncin de bien vouloir ouvrir officiellement notre conférence. Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous, merci beaucoup. Pardon. Monsieur le secrétaire d'État, cher Adam Novak, mesdames les députés, mesdames et messieurs les représentants des filières agricoles, des instituts techniques et du monde de la recherche, mesdames et messieurs, chers collègues et amis, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'ambassade de France en Pologne pour ce séminaire sur les agricultrices, entrepreneuses du vivant et leaders des innovations. Cet événement est en effet à la croisée de deux priorités de cette ambassade, la promotion des femmes et de leurs droits et la coopération dans le domaine agricole. La diplomatie féministe, on y reviendra dans un instant, est en effet une des priorités de l'action de cette ambassade. Cet événement correspond parfaitement à l'une de nos priorités fortes, de cette ambassade et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a été rappelé à plusieurs reprises par le ministre et par le président de la République, la diplomatie féministe que nous menons notamment grâce à l'implication décisive des femmes qui travaillent au sein de cette ambassade, et elles sont très nombreuses. Et s'agissant du domaine agricole, je veux saluer Madame Božena Borenek, qui est depuis très longtemps à nos côtés et qui fait un travail remarquable au sein du service agricole et qui participe à ce projet depuis le début et grâce à qui nous vous accueillons aujourd'hui. La diplomatie féministe s'incarne à la fois par des actions en interne et des partenariats comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Il y a quelques semaines, dans le même esprit, nous réunissions les femmes du secteur de l'énergie, toujours avec la mission économique, et mon adjointe, pour que ce ne soit pas un homme qui présente la diplomatie féministe, nous avons décidé que ce serait mon adjointe et première conseillère, Madame Lucie Stépanian, qui reviendra dans quelques instants plus en détail sur les objectifs et les outils de notre diplomatie féministe. Donc premier axe, la diplomatie féministe. Deuxième axe de votre rencontre aujourd'hui, l'agriculture, qui est au cœur des défis actuels en Europe, à la fois en termes de sécurité alimentaire et de changement climatique. L'agriculture est en effet au cœur des grands défis de notre époque, tant pour ce qui concerne la sécurité alimentaire au niveau national, européen, mais aussi mondial, que pour son rôle dans le changement climatique. Et j'en parlais d'ailleurs hier avec un vice-ministre des Affaires étrangères, M. Wisniewski, qui m'indiquait que la question de la sécurité alimentaire serait très probablement au cœur de la présidence polonaise de l'Union européenne au premier semestre de l'année 2025. Et donc, on retrouve encore une fois cette problématique. Votre venue ce matin à l'ambassade de France s'inscrit donc pleinement dans l'action de cette ambassade. Elle intervient aussi à un moment particulièrement porteur pour nos relations bilatérales, dans un contexte de forte accélération des contacts politiques et institutionnels de ces derniers mois. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement dirigé par M. Donald Tusk, il y a une grande dynamique des relations franco-polonaises dans tous les secteurs, y compris évidemment dans le domaine économique. Le dialogue politique est renouvelé et densifié, et il s'accompagne de la volonté de signer un nouveau traité d'amitié, probablement à Nancy, en France. Il sera donc dit le traité de Nancy, dans lequel la coopération agricole aura toute sa place. Et ce traité, pour nos amis polonais, sera l'achèvement des traités que la France a signés et noués avec ses principaux partenaires de l'Union européenne, avec l'Allemagne, l'Italie
et l'Espagne. Il manquait donc parmi les grands pays et les grands acteurs de l'Union européenne, il manquait donc la Pologne. Et donc ce traité de Nancy permettra de combler ce manque. Nous avons transmis, justement avec Madame Stépanian, nous avons transmis il y a quelques semaines un premier projet de texte au ministère des Affaires étrangères et nous espérons que ce traité sera signé dans les prochaines semaines ou les prochains mois et il marquera une nouvelle étape importante de nos relations bilatérales. Et donc, il comportera une section ou un article sur la coopération agricole. La coopération agricole s'inscrit également dans le cadre du développement de nos relations économiques, particulièrement dynamiques dans le secteur agroalimentaire, puisqu'en 2023, nos échanges commerciaux ont atteint 4,4 milliards d'euros, en progression de 7,1% par rapport à 2022. Je vous souhaite donc un dialogue fructueux dans ces échanges, que ceux-ci inspirent et motivent les femmes du secteur agricole dans nos deux pays pour qu'elles osent lancer des initiatives innovantes. Je ne doute pas non plus que ce séminaire contribue à un renforcement de nos relations bilatérales par cet échange d'expériences et d'initiatives menées par les femmes dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je vous souhaite, Monsieur le ministre et chers amis, des travaux fructueux tout au long de cette matinée et je vais suivre avec beaucoup d'intérêt le premier panel et les premiers travaux. Merci. Dziękujemy bardzo, Pani Ambasador. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avons également un représentant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la Pologne, Monsieur Nowak. Je vous passe la parole dès à présent. Merci beaucoup. Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je vois que nous avons beaucoup de dames parmi nous. Je m'en réjouis. Je suis ravie de pouvoir participer au nom de mon ministère à cette conférence parce que cette conférence nous montre bien que le rôle des femmes dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, mais également dans la souveraineté et la sécurité alimentaire est très importante. Pas uniquement en Pologne, mais dans d'autres pays de l'Union européenne également. Et nous sommes ravis de voir que l'ambassade de France à Varsovie, en Pologne, a organisé cette initiative en coopération avec des agricultrices, des entrepreneuses et des représentants et des représentantes du monde académique qui travaillent pour l'agriculture également. Cela nous donne une bonne base, un bon socle de développement de ce sujet, aussi bien au niveau national, mais nous allons nous inspirer de ces projets et également pouvoir agir au niveau européen. Je vous laisse souligner une chose que Monsieur l'Ambassadeur a déjà également mentionné. La France est un partenaire extrêmement important pour la Pologne. C'est un partenaire important pour la Pologne et une des directions justement de cette coopération réalisée par le gouvernement Tusk et par tous les ministres, c'est une meilleure coopération avec la France et le fait de reconstruire le triangle de Weimar, donc également avec l'Allemagne, en trilogue, cela nous donne la possibilité de souligner les défis et les tâches que nous avons à réaliser au niveau de l'Union européenne dans un groupe d'États qui sont très forts et qui sont en fait au cœur de l'Europe. Ce qui est également important dans notre discussion, et en particulier à l'heure actuelle et pour toute l'Union européenne, c'est les recommandations polonaises que nous allons faire pendant la présidence polonaise qui débutera en janvier 2025. Et en effet, comme Monsieur l'Ambassadeur a bien voulu le souligner, la sécurité et la sécurité alimentaire seront au cœur de notre présidence. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans s'assurer de l'égalité entre les femmes et les hommes, sans également souligner chaque maillon de la chaîne de sécurité alimentaire. Permettez-moi maintenant, mesdames et messieurs, combien est-ce que j'ai de temps, Bojena?
Autant que vous voulez. Mais je pensais qu'on allait passer aux présentations et après la présentation française, vous pourriez réagir. Voilà, parce que ma question, c'est la situation des femmes polonaises dans l'agriculture. Non, on va d'abord peut-être passer la parole à nos collègues français, ensuite je vous repasserai la parole. D'accord, bon, pour l'instant, donc, clarification sur l'organisation. Ah, on procède selon le programme, monsieur le ministre. On commence avec la diplomatie féministe et ensuite on continue. D'accord, et ça y est, c'est clair. On a déjà commencé la discussion, c'est très bien. Pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, nous avons donc la participation au niveau de tous les maillons de la chaîne agroalimentaire, mais il faut également définir des objectifs et rechercher des partenaires en Union européenne et au-delà de l'Union européenne, parmi nos pays alliés. Je me réjouis de pouvoir dire que cette conférence se passe en 2024, où nous célébrons les 20 ans de notre présence dans l'Union européenne. Cela nous donne beaucoup de chances, d'opportunités, mais il y a également des défis. Nous savons que l'entrée de la Pologne de l'Union européenne était également un défi, en particulier en ce qui concerne l'agriculture par rapport aux économies des autres pays membres. Et de nouveau, ici, nous avons un nouveau défi devant nous, c'est l'Ukraine qui rentrera dans l'Union européenne dans des conditions difficiles économiques et géopolitiques. Et c'est également un point clé pour la sécurité de l'Union européenne au niveau militaire. C'est pour cela que ces processus d'intégration accélèrent. Maintenant, lorsqu'on parle de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, on en parle au niveau européen, en Pologne, en France, mais c'est un sujet qui également va impacter le changement des générations dans l'agriculture et également la possibilité des femmes de travailler dans l'agriculture. Ces sujets sont liés. Donc, je suis désolée, je ne vais pouvoir que participer à la première partie, mais je vais écouter les présentations et je vais également réagir en nos visions et ce qui se passe au sein du ministère de l'Agriculture polonais. Mais il y a une tendance d'avoir de plus en plus de femmes qui sont chefs d'exploitation, qui sont innovatrices, qui sont leaders. C'est un élément extrêmement important. Et cela nous encourage à organiser des conférences et des discussions telles que celle-ci. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir organisé ce séminaire, sujet très intéressant, et je vais noter tous les commentaires et toutes les recommandations qui en découlent. Je sais que quand Monsieur le ministre est avec nous, il y a toujours des discussions très intéressantes et vivantes. Nous sommes au sein de l'ambassade de France. Pour cette ambassade, le rôle des femmes est très important. Je demande maintenant à la première conseillère de l'ambassade de France de nous parler de la diplomatie féministe. Bonjour Monsieur le ministre, chers amis. Écoutez, je suis particulièrement heureuse de participer aujourd'hui à cet événement qui, comme l'ambassadeur l'a indiqué, s'inscrit vraiment parfaitement dans notre engagement, l'engagement de la France en faveur d'une diplomatie féministe. Donc, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de diplomatie féministe, vous dire un petit peu d'où on est parti, où on est, où on veut aller également. Vous dire aussi que dans le cadre de la diplomatie féministe, nous partageons avec les autres ambassades françaises à travers le monde nos bonnes pratiques, nos bonnes idées. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que ce séminaire aujourd'hui, je suis sûre, donnera envie à d'autres ambassades de se lancer dans ce même genre d'initiative. En tout cas, on va s'y atteler. L'ambassadeur l'a dit, la diplomatie féministe est donc une priorité du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et plus largement de la France. Alors évidemment, formellement, j'ai envie de dire, on a adopté une stratégie pour une diplomatie féministe en 2019. Finalement, c'est assez récent, mais on a aussi évidemment une très longue tradition d'action et de soutien en faveur des droits humains et plus particulièrement des droits des femmes. Mais comme souvent, on fait parfois les choses sans le dire. Ça va toujours mieux quand on le dit et quand on nomme les choses. Donc depuis 2019, nous sommes très fiers d'avoir une diplomatie féministe qui se décline à travers différentes stratégies et différentes actions que je vais essayer de vous présenter. Vous dire aussi que faire de la diplomatie féministe, c'est faire partie d'une sorte
peut-être pas un club, mais en tout cas un groupe de pays qui s'élargit d'année en année. Donc je vais vous dire, vous savez, on est parti avec la Suède, hein, qui était vraiment avant tout le monde dès 2014, et puis petit à petit s'y sont joints le Canada, le Luxembourg, le Mexique, avec qui la France a co-organisé le forum Égalité Génération, qui était un événement organisé avec ONU Femmes en 2021, l'Espagne, l'Allemagne, Chypre, la Libye, en 2021, le Chili, les Pays-Bas, la Belgique, la Slovénie, le Royaume-Uni, l'Écosse, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Mongolie et peut-être d'autres que j'ai pu oublier, mais ça vous donne un aperçu un peu des principaux pays qui sont aujourd'hui activement engagés pour une diplomatie féministe et avec lesquels nous coopérons tout particulièrement. Vous dire également que cette diplomatie féministe, donc depuis 2019, trouve ses origines aussi dans l'engagement de la France en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui a été désignée comme grande cause du quinquennat par le président Emmanuel Macron en 2017. Donc 2017, grande cause du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. 2019, stratégie diplomatie féministe, qui est en fait l'aspect international de cet engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour vous parler un petit peu d'abord de ce qu'on a fait en France, parce que là aussi, on pense que c'est important d'abord d'être exemplaire avant de pouvoir essayer de promouvoir à l'étranger l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, pour vous dire qu'entre 2017 et 2023, sous l'impulsion du président de la République et de cette grande cause du quinquennat, ce ne sont pas moins de 5 lois qui ont été adoptées en France en 5 ans, notamment une très importante sur ce qu'on appelle, à l'issue du Grenelle des violences conjugales. Donc, nous avons adopté, ces 5 lois ont été déclinées depuis. Cet engagement de la France pour l'égalité entre les femmes et les hommes se traduit aussi en France par un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on en a eu un premier, on en a un deuxième qui court jusqu'en 2027 et qui s'articule autour de 4 axes. D'abord la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une priorité très très forte pour la France, et avec des mesures très concrètes qui ont été mises en place. La santé des femmes, avec par exemple le renforcement de la stratégie de lutte contre l'endométriose, la suppression du délai de carence en cas de fausse couche, ou le remboursement des protections périodiques, et évidemment l'engagement de la France aussi pour la défense du droit à l'avortement. Le troisième axe, l'égalité professionnelle et économique. Là, on est un peu plus près peut-être du sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc tout ce qui a trait à l'autonomisation des femmes, le renforcement du rôle des femmes dans les entreprises et au sein de la fonction publique, l'égalité salariale et l'accès égal à des postes à responsabilité. Et enfin, 4e grand axe, promouvoir une culture de l'égalité afin de renforcer la lutte contre les préjugés par la culture de l'égalité à travers différentes actions menées notamment auprès des jeunes et notamment dans des secteurs où les femmes sont sous-représentées. Je pense par exemple au numérique, la tech, les sciences, mais bien d'autres. Et inversement, je le dis souvent aussi, promouvoir les hommes dans les métiers où il y a trop de femmes peut-être. Donc je crois qu'il est important de toujours ramener la question aussi à l'impératif d'avoir une société diverses dans tous les secteurs. Donc la diplomatie féministe, finalement, donc, comme je vous le disais, c'est le volet international de cet engagement de la France en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il concerne tous les domaines, que ce soit la réduction des inégalités, le développement durable, les questions de paix et sécurité, ce qui a trait aux questions de défense et de promotion des droits, les enjeux climatiques, culturels, économiques. C'est vraiment une politique transversale que nous mettons ici en œuvre. Pour vous donner un peu plus concrètement le type d'actions que ça recouvre, tout d'abord, ce sont des actions de plaidoyer. Donc la France agit et plaide en faveur des droits des femmes et des filles aux Nations Unies, à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et dans toutes les enceintes multilatérales et au sein évidemment de l'Union européenne. Là aussi, à titre d'exemple, nous plaidons aux Nations Unies pour la mise en œuvre des résolutions femmes, paix et sécurité. Donc premier axe, le plaidoyer. Deuxième axe, plus concret, peut-être des projets d'aide au développement pour lesquels nous mettons des objectifs très clairs. C'est-à-dire que l'aide au développement française doit concourir à des objectifs en matière d'égalité femmes-hommes. C'est le cas de 100% des projets de l'Agence française de développement réalisés par la France. Troisième axe, des financements dédiés pour la mise en œuvre d'actions de terrain par les agences des Nations Unies,
par l'OIF, là encore, l'Organisation internationale de la francophonie, ou des fonds dédiés comme celui qui a été mis en place pour soutenir les organisations féministes. Enfin, des projets phares tels que l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l'homme. Je ne sais pas si vous l'avez vu en arrivant, mais nous avons actuellement une exposition sur les grilles de l'ambassade qui met en lumière ces femmes qui ont été accueillies en France pour les aider à continuer leur combat pour la défense des droits de l'homme à travers le monde. Donc il y a des très beaux portraits qui sont actuellement exposés, plus pour très longtemps, donc il faut en profiter parce qu'après on passera aux Jeux Olympiques. Voilà, autre priorité. Parmi les projets phares, nous avons aussi le prix Simone Veil qui est remis tous les 8 mars, doté de plus de 100 000 € et qui récompense une personne ou un collectif engagé en faveur de l'égalité femmes-hommes. En 2023, c'est une ONG salvadorienne qui a été récompensée pour son action en faveur de l'accès au droit à l'avortement. Parmi les autres types d'actions, donc financement, projet phare, également un engagement fort pour prévenir et combattre les violences faites aux femmes. Je vous l'ai dit, c'est une priorité que nous avons en France avec plusieurs dispositifs qui ont été mis en place sur ce sujet. Là aussi, sur la scène internationale, nous continuons de promouvoir l'universalisation de la Convention du Conseil de l'Europe, dite Convention d'Istanbul. Et nous venons en aide au Fonds international pour les survivants de violences sexuelles liées à des conflits qui s'appuient sur les travaux du docteur Denis Mukwege et de Nadia Mourad, deux grandes personnalités engagées sur ces sujets difficiles. Le but étant de permettre aux survivants de violences sexuelles liées à des conflits d'avoir accès à une indemnisation, à des réparations, et les aider à se réinsérer socialement. Donc vous le voyez, une action très diverse qui utilise tous les leviers à la disposition de la diplomatie. Vous dire enfin, pour conclure mes propos, que la diplomatie féministe, tout comme je le disais, a un devoir d'exemplarité. Donc c'est aussi un engagement que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et tout son réseau, toutes ces ambassades, ont pris en interne pour promouvoir l'égalité professionnelle en son sein. Cette diplomatie féministe, je veux dire en interne, elle est animée par un réseau de référents et de référentes. Océane Menu n'est pas là avec nous, mais nous avons une jeune collègue qui mène ça avec beaucoup d'énergie et d'engagement au sein de l'ambassade. Cet engagement interne, comme je vous le disais, c'est une condition d'abord de crédibilité de notre politique. Voilà, on doit faire un peu les devoirs à la maison avant de pouvoir aider et promouvoir cela à l'extérieur. C'est aussi une condition d'efficacité et de performance. On le dit souvent, promouvoir l'égalité des femmes, ça permet d'être plus efficace. On le voit des entreprises. Je suis sûre qu'au sein dans le milieu agricole, c'est également visible. Et c'est aussi donner à notre diplomatie le visage qui reflète la diversité de la société française. Cette priorité en interne, elle s'articule là aussi autour de 4 axes. Donc très rapidement, d'abord l'égal accès des femmes et des hommes, donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à l'emploi et à la formation, avec notamment des engagements très forts pour l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Donc quelques chiffres. J'en ai pas trop donné jusqu'à présent, mais pour vous dire qu'il y a 10 ans, nous avions 14% de femmes ambassadrices à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui à 30%, donc nous avons doublé le nombre d'ambassadrices à travers le monde. Et au sein de l'Union européenne, nous avons 50% de femmes ambassadrices. Là aussi, c'est passé par des actions volontaristes et ça s'est appuyé sur des dispositifs plus larges qui avaient trait à l'ensemble de la fonction publique française, avec notamment la loi Sauvadet qui, depuis 2012, donc vous voyez là aussi, c'est un engagement long, hein, il faut du temps pour que ça porte ses effets. Et la loi Sauvadet prévoit notamment que dans la fonction publique, dans toute la fonction publique, 40% des primo-nominations, donc les personnes qui sont nommées pour la première fois à un poste à responsabilité doivent être des femmes. Et donc grâce à cet objectif de 40%, on a permis d'atteindre les chiffres que je viens de vous donner concernant les ambassadrices à travers le monde. Et j'ai envie de dire, on n'est pas encore là où on veut être, vu qu'on a un objectif en 2025. L'objectif est d'atteindre 50% de femmes ambassadrices nommées, donc primo-nommées. Hein, donc encore une fois, les ambassadeurs et les ambassadrices qui sont nommés pour la première fois doivent être des femmes. Donc ça, c'est après-demain, j'ai envie de dire. Deuxième grand axe, c'est l'égalité salariale. Là aussi, avec des nouveaux outils tels la publication d'un index sur les écarts de rémunération au sein de la fonction publique et donc de notre ministère. La promotion d'un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et enfin, une politique de tolérance zéro face aux discriminations,
violences sexuelles et aux agissements sexistes au sein du ministère. Donc vous le voyez, c'est des mesures très concrètes. Cela s'accompagne aussi, par exemple, d'un programme qui s'appelle le programme Tremplin, qui depuis 2023 est là pour étoffer le vivier des femmes susceptibles d'occuper des fonctions supérieures. Donc c'est un programme de coaching et de mentoring qui identifie les jeunes collègues et que l'on accompagne pour qu'elles puissent se projeter dans des fonctions à responsabilité et là encore atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. On peut compter aussi, je tiens à le souligner, sur une association très dynamique qui s'appelle Femmes et Diplomatie, qui elle aussi est bien plus ancienne que notre diplomatie féministe, qui regroupe les femmes et les hommes aussi du ministère et qui plaide en faveur de cette égalité professionnelle au sein du ministère. Voilà, peut-être pour conclure, revenons-en à la Pologne, ce qui est finalement ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour vous dire qu'ici en Pologne, notre action se traduit notamment par des échanges réguliers avec les associations et la société civile, le soutien à des projets. Je tiens ici à citer le dernier projet que nous venons de soutenir, dont nous sommes très fiers, c'est la mise en place d'une ligne téléphonique d'urgence pour les victimes de violences sexistes et sexuelles par la fondation Czas Kobiet à Poznan. Donc voilà, un projet très concret que nous allons soutenir. Je sais que la fondation cherche des partenaires, donc on a dit qu'on s'était engagé aussi à les aider à trouver des partenaires, donc je fais passer ici le message. C'est évidemment aussi le soutien à des promotions et à des initiatives comme celle qui nous réunit aujourd'hui ou celle que l'ambassadeur mentionnait tout à l'heure concernant les femmes du secteur de l'énergie. Et enfin, l'organisation régulière de conférences, d'événements pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons fait une conférence sur la santé féminine. Nous avons installé dans les toilettes, à la pause café, vous verrez avec une boîte rose, qui est une initiative polonaise que nous trouvons très intéressante pour lutter contre la précarité mensuelle. Et nous avons aussi récemment organisé une conférence sur genre et conflit. Donc peut-être pour conclure, en espérant n'avoir pas été trop longue, vous dire qu'au-delà d'être une priorité, un engagement, je crois que la diplomatie féministe, c'est surtout une conviction partagée vraiment très largement par tous les hommes et les femmes qui font vivre la diplomatie française aujourd'hui. C'est aussi, je pense, un état d'esprit au quotidien. Donc voilà, je crois que ça va vraiment au-delà d'une simple priorité diplomatique. Cela repose sur l'engagement de nous tous et toutes ici au sein de l'ambassade et au sein du réseau diplomatique. Et nous avons vraiment à cœur de faire en sorte aussi de partager cette expérience, y compris évidemment avec nos amis polonais, avec qui nous sommes à la disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée de réflexion. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Dziękuję bardzo, Lucie Stépagnon. Merci beaucoup, Lucie Stépagnon. Et maintenant, je voulais inviter Gabrielle Dufour, la responsable de communication Agridé, fondatrice de l'association Les agriculteurs ont du cœur et administratrice de Vox Demeter. Bienvenue. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre. Bonjour aux associations. Vous m'entendez bien? Aux associations, AgroWomen, à toutes les personnes que j'ai pu déjà rencontrer. Je suis ravie de cet enthousiasme autour de ce sujet. Je vous remercie beaucoup, Bozena, en particulier, et bravo pour votre initiative et puis pour votre engagement, parce que pour l'instant, ce sujet, il faut de l'engagement pour le porter. Voilà. On espère qu'un jour, on n'aura plus besoin d'en parler, mais pour l'instant, ce sujet a besoin de nous. Alors, je vais d'abord me présenter et dire donc d'où je parle. Je suis Gabrielle Dufour, donc responsable communication, vous m'avez présenté, de Agridé. Alors, Agridé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un think tank de l'entreprise agricole. Nous réfléchissons avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise agricole et toute la chaîne alimentaire. C'est un peu notre spécificité. Et nous réfléchissons aux côtés des agriculteurs et des agricultrices depuis 1867. Et nous essayons, parce que les temps sont de plus en plus compliqués, d'accompagner ces réflexions le mieux possible pour répondre aux enjeux de demain. J'anime au sein de ce think tank un groupe de travail sur l'entrepreneuriat féminin, aux côtés de Anne Dumonnet-Leca, présidente de Vox Demeter, qui est une association qui porte la voix des femmes dans le monde de l'agriculture en France. Depuis 1 an et demi, nous auditionnons des acteurs et des actrices de la chaîne alimentaire, des agricultrices bien sûr, des agriculteurs, mais aussi des coopératives, des industries, des syndicats, des chambres d'agriculture, des politiciens, sur ce sujet. Et nous essayons
nous allons synthétiser toutes des propositions cet été et nous proposerons une note avec des propositions pour l'ensemble de la chaîne alimentaire au mois d'octobre. Le contexte de ce travail, vous l'avez déjà cité, Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, c'est celui de nous appelons ça la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, c'est celui du renouvellement des générations. Il y a actuellement de moins en moins d'agriculteurs. En France, nous avons perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Je crois qu'il y a aussi cette dynamique aussi en Pologne et dans tous les pays d'Europe. Nous avons de moins en moins de chefs d'entreprise agricoles. Et nous avons des enjeux de plus en plus complexes à adresser. Nous avons des enjeux climatiques, le climat qui est en train de changer la donne. Nous devons changer nos façons de penser. Les agriculteurs doivent changer leur façon de travailler, de coopérer. Nous avons des enjeux qui sont sociaux, qui sont sociétaux. Nous avons aussi des enjeux économiques, bien évidemment, géopolitiques. Vous avez parlé de l'Ukraine. Et tous ces enjeux donc reposent sur les épaules de personnes de moins en moins nombreuses. D'où l'intérêt de réfléchir avec elles. Donc nous sommes partis de cette réflexion et aussi du fait qu'en France, nous avons 27% de femmes chefs d'entreprise agricole. Et ce pourcentage ne change pas depuis environ 12 ans. Cette stagnation nous interroge aujourd'hui, alors que nous avons besoin de renouveler les générations, nous avons besoin d'agricultrices en nombre. Et donc, nous avons interrogé tous ces acteurs de la chaîne alimentaire pour comprendre les freins que ces femmes rencontrent et essayer de trouver des propositions. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à 2 questions lors de cette intervention. La première, c'est quelle est la contribution des femmes agricultrices à l'agriculture? Et la seconde, c'est comment libérer le potentiel féminin? Alors, cette première question de quelle est la contribution des femmes à l'agriculture, vous la trouvez peut-être incongrue parce que les femmes ont toujours été présentes en nombre, toujours. Elles sont le socle, elles sont des piliers de l'agriculture, elles sont des piliers du socle productif de nos pays. Elles ont toujours contribué, travaillé. Pendant la guerre, c'est elles qui ont tenu les rênes des exploitations agricoles. En France et en Pologne, un agriculteur sur 3 est une agricultrice. Et elle représente forcément une opportunité aussi de ce renouvellement des générations dont je viens de parler, et qui est stratégique, qui est une question stratégique. Donc la question femme n'est pas juste une question d'égalité, même si c'est très important l'égalité homme-femme, c'est aussi une question de stratégie pour nos pays, de stratégie alimentaire et géopolitique. Alors cette contribution, elle est quantitative, mais elle est aussi qualitative. Les femmes contribuent de façon remarquable au renouvellement des pratiques, c'est ce que j'ai pu observer pendant 1 an et demi d'observation, d'enquête. En France, elles sont plus nombreuses à pratiquer l'agriculture biologique, à choisir des techniques d'agroécologie. Elles sont plus nombreuses aussi dans la transformation, dans le circuit court. Elles sont innovantes. Elles sont, vous avez fait, je crois, vous l'avez cité, un événement sur l'énergie. Elles ne sont pas très nombreuses à faire des productions d'énergie renouvelables, mais elles sont très nombreuses à s'y intéresser. Elles sont aussi très intéressées par la question de RSE. Et tout ça fait donc en fond des actrices du changement qui répondent tout à fait à tous les enjeux complexes que je viens de citer. Donc on aurait tort de se priver à la fois de ce nombre de femmes potentielles, mais aussi de cette singularité, de ces qualités que les femmes peuvent apporter à notre agriculture. Alors ce que je voudrais vous montrer, j'ai 4 exemples à vous montrer la capacité des femmes à transformer les difficultés qu'elles rencontrent, parce qu'elles en rencontrent beaucoup en tant que femmes. C'est cette capacité qu'elles ont à transformer les difficultés en opportunités. Alors la première, c'est qu'on le sait tous et toutes, on a tous ça en tête évidemment, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. On sait que le métier d'agriculteur peut être physique, même si de plus en plus de chefs d'entreprises agricoles managent, ils ne sont pas obligés de porter les choses physiquement, mais cette question du physique est très importante. Et les femmes sont contributrices, sont innovantes sur la manière de comment se préserver physiquement. En France, les femmes sont touchées par plus de troubles musculo-squelettiques parce que le matériel n'est pas adapté pour leur physiologie. Elles ont innové sur des nouvelles façons de travailler, sur des innovations de matériel, d'organisation.
elles mettent en place des nouveaux postes de travail. Elles sont innovantes aussi sur la prévention. Certaines mettent en place, par exemple, des exercices de prévention physique. Et or, on sait que toutes ces améliorations bénéficient à l'ensemble du monde agricole. Un monde agricole qui est de plus en plus vieillissant et qui a aussi des problèmes de santé et qui a besoin de prendre soin de lui. Donc, cet apport des femmes, il y en a. Je vous cite aussi un autre exemple, c'est que les femmes en Pologne, en France et dans le monde entier, il y a une différence, d'accès au patrimoine. Les femmes ont moins de patrimoine. Ça, c'est malheureusement quelque chose qui est systémique. Elles sont à la tête d'exploitations agricoles de plus petite taille que celles des hommes. Donc, ça pourrait constituer une difficulté pour elles, un frein. Eh bien, cela les amène à contribuer à avoir encore plus de créativité pour trouver de la valeur ajoutée, pour faire de la transformation, pour trouver de nouvelles cultures, pour justement être en bio avec des productions avec une valeur ajoutée plus importante. Elles sont donc à nouveau innovantes. Les femmes connaissent aussi, un troisième exemple, des parcours atypiques. Alors en France, on a mesuré un nombre de femmes beaucoup plus important qui ont eu des expériences et qui ont eu des formations et des expériences professionnelles hors du secteur agricole. Elles viennent avec des formations en marketing, par exemple, en RSE, en management, en RH. Et loin d'être des freins, en fait, ce sont des compétences et des regards qu'elles amènent, des regards neufs qu'elles amènent sur l'agriculture. Or, on sait que le monde de demain a besoin de ces compétences-là pour les chefs d'entreprise agricoles. On a besoin de RH, on a besoin de management. En tant que chef d'entreprise agricole, c'est une entreprise qu'il faut diriger. Et les femmes sont très armées pour cela. Un dernier exemple que je vous donnerai, c'est malheureusement qui est aussi trop connu et qui freine beaucoup de femmes, c'est celui du partage des tâches, on va dire, de la charge mentale liée aux enfants, aux tâches ménagères. Parfois, les femmes ont en plus, elles ont plusieurs vies, en plus de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, de seconder le mari dans l'exploitation agricole, elles ont parfois aussi un travail supplémentaire. Et tout cela fait d'elles des personnes qui sont capables de gérer, d'optimiser les temps personnels et professionnels. Et cette question est très importante aujourd'hui parce que les nouvelles générations qui arrivent ont ce souci du temps personnel, souhaitent vivre comme tous les jeunes de leur génération. Et les femmes ont ces réflexions depuis longtemps, donc je pense qu'on a tout intérêt à les écouter. Et puis enfin, voilà des exemples. Alors, mon discours n'est pas le but n'est pas d'accepter ces inégalités parce qu'ils font des personnes du coup qui ont dû lutter et qui ont été innovantes. On ne doit pas se contenter de ça. Au contraire, mon discours est de vous montrer que les femmes sont un apport vraiment qualitatif dont on devrait vraiment ne pas se passer. Elles sont à la marge pour l'instant, c'est-à-dire elles sont moins nombreuses, avec des exploitations plus petites, avec moins de moyens, moins de patrimoine, mais malgré cela, elles innovent, elles apportent des choses vraiment très, très positives. Donc peut-être c'est à nous de développer ces potentiels et de leur permettre de ne plus être juste à la marge. Et c'est cela dont il s'agit et qui, je vais synthétiser dans une deuxième partie, c'est comment finalement libérer le potentiel féminin, parce que ce potentiel, il est bridé. Il est bridé pour des mauvaises raisons. Alors la première chose, donc comment libérer ce potentiel, ça va être aussi le sujet des interventions qui vont suivre. Déjà, c'est en reconnaissant l'existant. C'est-à-dire que les femmes, elles sont présentes, mais elles ne sont pas reconnues. Elles sont invisibilisées depuis des années. En France, nous avons des statuts aujourd'hui, mais on a mis du temps à les mettre en place. Il a fallu attendre 1985 pour la création de l'EARL, qui a permis aux conjoints de s'associer en individualisant leur activité et en reconnaissant enfin le travail des femmes. Il a fallu attendre 1999 avec la création du statut de conjoint collaboratrice, dont on sait qu'il n'est pas parfait, mais il permettait déjà d'avoir un numéro de sécurité sociale et des droits sociaux pour les femmes. On a attendu 2010 pour que le GAEC, qui est une structure vraiment qui est très présente en France dans les entreprises agricoles, reconnaisse aussi le statut juridique pour les épouses.
Et 2019, c'était hier, 2019 pour le congé maternité qui n'est pris aujourd'hui que par la moitié des agricultrices. En France, les agricultrices peuvent être chefs d'entreprise, peuvent être co-exploitantes, peuvent être salariées agricoles, elles peuvent être aussi conjointes collaboratrices, comme je l'ai dit. Mais dans les faits, il y a encore plus de 100 000 femmes qui n'ont pas de statut. Et je sais qu'en Pologne, le statut n'est pas encore quelque chose qui est acquis pour les femmes. Et quand on n'a pas de statut, on n'existe pas pour la société. On n'existe pas administrativement, on n'existe pas symboliquement. Donc cette partie du statut, elle est non négociable. Si les femmes doivent trouver leur place, elles doivent avoir un statut. C'est la première étape. La deuxième étape, elle concerne les collectifs. Le monde agricole, en France et un peu partout dans le monde, mais en France en tout cas particulièrement, est structuré et organisé autour de collectifs. Les coopératives, les syndicats, les chambres d'agriculture, les négoces, les CUMA. Donc on partage dans ces endroits des compétences, des moyens, du matériel, des idées, des connaissances et le pouvoir. Parce qu'il est là le pouvoir. Il est là dans ces endroits où on prend des décisions. Et les femmes dans ces structures-là sont encore trop peu nombreuses. Je ne parle pas des conseils d'administration, plus vous montez, plus les femmes connaissent le phénomène de plafond de verre, j'espère que vous pourrez traduire cette expression, où elles n'arrivent pas à monter dans un conseil d'administration ou à monter en responsabilité parce que les lieux de pouvoir sont partagés depuis très longtemps par les hommes et que c'est compliqué. Il y a des freins endogènes aux femmes qui parfois ne se permettent pas d'y accéder, puis il y a des freins exogènes dont nous pouvons peut-être les aider en essayant de faire un terrain favorable et de les encourager. Donc voilà pour le collectif. Ensuite, nous avons aussi... j'en viens, alors voilà pour mes exemples, j'en viens plus généralement, l'accès au patrimoine. Bien sûr, l'accès au patrimoine est très important. Quand une femme se retrouve devant un conseiller bancaire, c'est compliqué pour elle. Elle a moins d'accès pour l'installation, notamment dans les exploitations agricoles. Elle a moins d'accès à de l'argent pour pouvoir s'installer. Il existe encore des inégalités salariales, notamment pour les cadres salariés, mais aussi pour les salariés dans le monde agricole comme dans l'ensemble de la société. Donc ça, c'est encore quelque chose sur lequel on doit travailler collectivement. Et puis, ce que je vous dirais maintenant, c'est que plus généralement, la réflexion que j'ai après 1 an et demi de travail, d'audition, de réflexion avec des groupes, avec des personnes du monde agricole, c'est sur les stéréotypes de genre. Donc, vous les avez cités tout à l'heure. Les stéréotypes de genre, ce sont des freins pour les femmes, parce qu'ils nous enferment dans des représentations de ce que sont les hommes et ce que sont les femmes. Je vais être concrète. Les stéréotypes de genre, donc, ce sont des freins, notamment quand, dans les familles, au moment de la transmission du patrimoine, transmission du savoir-faire des agriculteurs vers leurs enfants. Elle privilégie les garçons. Dans les lycées agricoles, ce sera le sujet je ne m'y attarderai pas, mais dans les lycées agricoles où les stéréotypes de genre influencent le choix d'orientation des filles, c'est aussi au moment de l'installation devant les conseillers bancaires où il faut convaincre qu'on y arrivera même si on n'est qu'une femme. C'est souvent ça, quand on est une femme, il y a souvent de la méfiance sur le fait qu'on peut y arriver toute seule. Il y a aussi des stéréotypes de genre qui sont des freins au niveau des cédants. Quand une personne cède son exploitation agricole, il y a aussi cette méfiance qu'une femme ne peut pas y arriver toute seule. Il y a aussi le manque de légitimité qui est perçu au niveau des femmes et qu'elles vivent au quotidien dans leur exploitation agricole, notamment cette phrase qu'elles ont toutes entendue malheureusement, c'est « il est où le patron ?» Il est où le patron, c'est-à-dire on pose la question en suggérant qu'en tant que femme, on ne peut pas être un patron. Donc il y a des imaginaires à changer. Ce sont ces imaginaires que nous, ici, devons essayer d'aider à changer. Parce qu'ils brident finalement, ce sont ces stéréotypes de genre qui brident les talents et les compétences de ces femmes que ces femmes pourraient mettre au service de l'agriculture.
Et comme je viens de le dire, alors il y a des femmes évidemment qui arrivent à surmonter toutes ces difficultés, qui arrivent à s'engager, qui arrivent à être administratrices, qui arrivent à avoir des responsabilités, mais combien ont renoncé? Et peut-être combien aussi renonceront parce que tous ces freins les effraient. Ça, c'est une vaste question. Ces freins ont aussi un aspect systémique et c'est aussi pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On les retrouve dans tous les secteurs, dans tous les pays. Et cela va demander des réponses collectives. Je n'en dirai pas plus puisque c'est le sujet des interventions qui suivront. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que en fait, partout où on s'occupe de ces stéréotypes par de la formation, de l'éducation, du mentoring, des programmes de leadership pour les femmes, et bien partout où cela se fait, les femmes peuvent émerger, les femmes peuvent prendre des responsabilités et sont plus nombreuses dans les conseils d'administration. Je citerai Jérôme Callot, qui est président de la CAVAC, c'est une coopérative en France, et de InVivo, que je ne présente plus, et pour qui la présence des femmes dans les conseils d'administration est source de performance économique. Et il s'est personnellement engagé dans la féminisation du conseil d'administration de sa coopérative. Et là, on touche aussi la culture de l'égalité dont vous parliez, Madame Stépanian, je suis désolée si je prononce mal. Et aussi le fait que nous avons besoin des hommes pour promouvoir cette culture de l'égalité. C'est pas une question de femmes entre elles, c'est une question de société, c'est pas une guerre des sexes, c'est une question sur laquelle nous devons tous être positifs, constructifs et travailler ensemble. Et nous avons vraiment besoin des hommes pour porter aussi cette voie-là. Donc, Monsieur le ministre et Monsieur l'ambassadeur, vous parliez de coopération, coopération entre pays. On a aussi besoin de coopération au sein de la société, entre les hommes et les femmes. Donc je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que j'ai bien tenu le temps. Je vous remercie beaucoup et je suis ravie de participer à cette journée aujourd'hui et j'espère que nous aurons d'autres occasions de travailler ensemble. Merci. Absolument. Pięknie dziękujemy. Merci beaucoup, madame. Je pense que vous avez été inspirée par ces propos. Ça me donne encore plus envie de travailler là-dessus. Gabriel a mentionné des solutions systémiques. Et c'est justement ces solutions que nous allons maintenant traiter avec François Viel, conseiller agricole de l'ambassade de France, mon chef. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, chers amis, aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer avec vous les solutions systémiques qui sont mises en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en France en matière de politique d'égalité. Dans ce cadre, le ministère en fait a une vraie politique volontariste. Comme l'a rappelé Monsieur l'ambassadeur et Madame Stépanian, l'égalité entre les femmes et les hommes a été voulue comme une grande cause des quinquennats de notre président de la République, comme un enjeu majeur pour notre société. Donc elle est portée au plus haut niveau de l'État, mais après elle se décline effectivement dans tous les ministères et au sein de cette ambassade. Le ministère de l'Agriculture en France donc contribue lui aussi depuis plusieurs années à faire avancer cette cause, aussi bien dans le fonctionnement interne de son administration, mais aussi par les politiques publiques qu'il porte et qu'il conduit. Gabriel Dufour vous a rappelé un petit peu les différentes étapes pour accorder un statut juridique aux agricultrices en France. Je crois qu'il y a aussi un élément essentiel, c'est que le terme agricultrice n'est rentré dans le dictionnaire qu'en 1961. Donc c'est encore très récent. Avant, les femmes dans l'agriculture étaient complètement invisibles. Maintenant, je pense qu'en France, on a un vrai statut juridique qui reconnaît l'agricultrice à part entière
dans le secteur agricole. Vous avez cité la création de l'entreprise agricole à responsabilité limitée, le statut de conjoint collaborateur, l'ouverture des GAEC aux agricultrices à partir de 2010, et puis le congé maternité, l'accès au congé maternité en 2019, donc c'est vraiment tout récent. Mais aujourd'hui, on a effectivement une vraie politique de couverture sociale pour les agricultrices, aussi bien en matière de santé, en matière de maternité, mais aussi en matière de retraite. Je reviens peut-être sur le congé maternité qui effectivement était différent suivant le statut professionnel des femmes et qui désormais, les femmes agricultrices peuvent accéder à un congé maternité de 8 semaines comme les autres femmes. Ma dernière fille vient d'accoucher ce matin, je viens d'en avoir la nouvelle, donc elle a le droit aussi à son congé maternité. Donc elles peuvent effectivement accéder à ce congé maternité. Et puis il y a 2 autres dispositifs dans ce cadre qui existent, c'est-à-dire un système d'indemnité de déplacement, de telle sorte que de remplacement, pardon, de telle sorte que les agricultrices puissent au début de leur maternité avoir quelqu'un qui puisse les remplacer, ou alors une indemnité journalière forfaitaire. Voilà, donc pour la maternité, il y a vraiment eu des décisions qui se sont mises en place progressivement et qui permettent aux femmes, effectivement, à la fois d'exercer leur activité, mais aussi d'accéder à la maternité dans des conditions beaucoup moins difficiles. Pour la retraite, bien évidemment, il y a encore des inégalités très fortes, puisqu'il y a encore un différentiel à peu près de 300 € entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole. Donc, il y a eu toute une volonté, effectivement, de combler ce delta de retraite. Il y a eu, lors de la dernière réforme des retraites en France, une augmentation du montant minimum des pensions de retraite de 75 à 85% du SMIC net agricole. Alors, comme l'a aussi indiqué Gabriel Dufour il y a quelques instants, malheureusement, la parité peine à se concrétiser au sein des organisations représentatives agricoles. On cite toujours en la matière 3 femmes qui ont réussi. Il y a Christiane Lambert, qui effectivement a été la première femme à avoir été présidente des jeunes agricultrices, puis des jeunes agriculteurs, pardon. Mais ça devrait être jeunes agricultrices, présidente de la FNSEA, qui est à l'heure actuelle présidente du COPA, donc l'organisation au niveau européen qui représente les organisations professionnelles agricoles. Mais il y a aussi Véronique Le Floch, qui est à la tête de la coordination rurale, donc le 2e syndicat agricole, et puis Laurence Marandola, qui est porte-parole de la Confédération paysanne, donc le 3e syndicat représentatif dans le secteur. Mais la réalité de la parité n'a pas encore vraiment touché les structures représentatives du monde agricole, parce qu'on le voit, même s'il y a une volonté de le faire. Par exemple, il y a eu une décision qui a été prise en 2012 d'intégrer au minimum une femme sur 3 dans les élus auprès des chambres d'agriculture. On constate qu'en fait, il n'y a que 3 femmes qui soient à la tête d'une chambre départementale d'agriculture. Donc, il y a encore du chemin à faire. Et la cause de cette différence, c'est effectivement le fait que la répartition des tâches entre l'exploitation, le syndicalisme et le foyer repose essentiellement sur les femmes aujourd'hui. Donc, les hommes, effectivement, on les voit très bien à la tête des exploitations, on les voit très bien
à la tête du syndicalisme, mais en fait, ils n'ont pas du tout leur part de la charge, aussi bien mentale que réelle, au niveau du foyer. Donc c'est probablement ça l'une des pistes sur lesquelles il va falloir vraiment travailler et accentuer notre travail pour l'avenir. Alors, au sein du ministère de l'Agriculture, on a aussi un vrai engagement en faveur des femmes qui est reconnu et pérennisé. Je voudrais citer un exemple. Il y a eu depuis 2016 la nomination d'une haute fonctionnaire en charge de l'égalité des droits et de la lutte contre les discriminations. Sa mission, c'est de définir, impulser, coordonner et suivre la mise en œuvre du plan gouvernemental d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On a aussi eu la mise en place d'un label égalité depuis 2018. Dans le cadre de son engagement pour l'égalité, le ministère s'est porté candidat auprès de l'AFNOR pour l'obtention de ce label. Le processus de labellisation, en fait, il a consisté à évaluer les processus de gestion en termes de ressources humaines et à engager un plan d'action en matière de prévention des discriminations et de promotion de l'égalité professionnelle. Ainsi, on a de nouvelles garanties qui ont été apportées à l'ensemble des agents et des agentes du ministère de l'Agriculture. Donc ce label a été obtenu, en fait, après avoir été déposé, il a été obtenu en 2020 et il y a un dispositif de suivi pour voir si les efforts du ministère dans ce secteur continuent. Le ministère aussi a défini des feuilles de route pour les actions à mettre en œuvre en matière de parité. Bon, Lucie a effectivement déjà cité ce qui existe au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment pour ce qui est de la réduction du différentiel sur les rémunérations. Et en la matière, sur l'index qui suit un petit peu ce dispositif au sein du ministère de l'Agriculture, sur 2022, le ministère a obtenu 86 points sur 100, donc ce qui est un très bon score. Mais il y a encore un déficit en matière, notamment en matière de rémunération de l'encadrement supérieur et de nomination dans l'encadrement supérieur du ministère. Donc l'idée en fait de cette feuille de route et des actions qui sont incluses, c'est d'aider les femmes à accéder à des postes de responsabilité pour lesquels il y a en fait deux freins majeurs, le temps partiel et la difficulté plus grande pour les femmes aux mobilités professionnelles. Et par ailleurs, il y a un élément aussi qui existe, qui est le fait que dans les candidatures des femmes, bien souvent, elles s'autocensurent plus que les hommes pour candidater à des postes de haute responsabilité. Il y a aussi toute une réflexion qui est mise en œuvre pour repenser notre mode de fonctionnement et nos modes d'organisation au sein de l'administration, notamment le respect de la charte du temps, repenser le télétravail, repenser les modes de management à distance, la mise en œuvre de l'obligation du congé paternité, qui sont aussi des outils qui permettent de mieux penser notamment la notion de partage de la parentalité. Bon, évidemment aussi, Lucie en a évoqué quelques-unes, mais il y a aussi toutes les actions mises en œuvre dans le cadre de la santé des femmes. Au sein du ministère, on a notamment des actions de communication dans le cadre d'Octobre Rose, qui en France est un programme de lutte contre le cancer du sein, sur le sujet de l'endométriose. Voilà donc l'accompagnement de la parentalité, l'équilibre entre la vie professionnelle, personnelle et familiale.
Et puis, il y a aussi tout l'aspect égalité filles-garçons qui est très importante au sein du ministère, dans la mesure où, en France, l'enseignement agricole est une des compétences du ministère de l'Agriculture. Mais je laisserai Franck Feuillâtre de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche en parler tout à l'heure. Donc j'ai tenté assez rapidement de vous montrer les principales actions du ministère de l'Agriculture en faveur de la reconnaissance des agricultrices, mais aussi des femmes au sein du ministère, en faveur de la parité. Bon, le tableau, bien évidemment, ne serait pas complet si on ne parlait pas de formation et d'éducation. Et ça va être le thème de la prochaine intervention. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, François. François a déjà fait l'introduction à l'intervention suivante. Une question technique. Est-ce que Monsieur Franck Feuillâtre est avec vous? Je vous présente Franck Feuillâtre, le représentant du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui va parler de la mise en œuvre de la politique d'égalité. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Par contre, il y a peut-être un écho. Allez-y. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, pour faire suite aux différentes interventions que j'ai pu entendre à l'instant, je souhaitais effectivement vous présenter en fait l'action que nous portons au sein de la direction générale en matière d'égalité entre les filles et les garçons, et tout ce qui est la levée des stéréotypes de genre, on en a parlé tout à l'heure, au sein de l'enseignement agricole. En quelques mots, pour vous situer, l'enseignement agricole, c'est 800 établissements sous sa tutelle, donc tutelle du ministère de l'Agriculture, avec 215 000 jeunes, élèves, étudiants et apprentis, et inscrits en formation initiale par la voie de la PRIEM aux formations d'ingénieurs du paysage et aux écoles vétérinaires. Alors, la politique publique que nous portons en matière d'égalité et de lever des stéréotypes, bien évidemment, s'inscrit dans le cadre d'une convention qui est interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes, le système éducatif. Mais bien évidemment, on l'a cité à la diversité du ministère chargé de l'Agriculture, qui est, comme cela a été indiqué, coordonnée par la haute fonctionnaire chargée à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Alors, pourquoi aborder, pourquoi c'est un enjeu, pourquoi parler d'égalité entre les filles et les garçons au sein de l'enseignement agricole? Parce que eh bien, c'est à l'école que tout commence. Pourquoi le faire aussi dans une convention, dans le cadre d'une convention interministérielle? C'est parce qu'il est important que cette politique soit coordonnée, que cette politique soit portée par le gouvernement, et on l'a dit, portée par notre président de la République, et puis parce qu'il nous faut une gouvernance en matière d'égalité et de diversité pour que l'action ne soit pas isolée, mais qu'elle soit évidemment transversale et que nous puissions avoir une dynamique cohérente en termes de puissance publique. Ensuite, eh bien, cette action que nous portons au sein de l'enseignement agricole, au sein donc de ces jeunes que nous avons dans nos établissements, de ces 215 000 jeunes, eh bien, elle ne date pas évidemment d'hier, mais elle a été renforcée, je le disais, par ces dernières années, entre autres par la mise en place de ce double label égalité-diversité. Cette action, elle est majeure, l'enjeu est majeur, parce que cela a été dit, au travers de l'éducation, au travers de la pédagogie, au travers de la formation, eh bien, nous avons à lever les stéréotypes qui sont fortement ancrés dans notre système et en particulier dans le monde agricole. C'est lié aussi à une histoire, c'est lié à un héritage, et il nous faut absolument relever cet enjeu, notamment au vu du renouvellement des générations ces 10 prochaines années, comme cela a été annoncé par le ministre chargé de l'Agriculture. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, un
fort progrès a eu lieu puisque nous avons une quasi-égalité des effectifs entre les filles et les garçons dans l'enseignement agricole. Les filles représentent à aujourd'hui, les femmes, 44% des élèves, des étudiants et des apprentis. Elles représentent les 2/3 aujourd'hui des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, agronomique, vétérinaire et de paysage, alors qu'en 1975, elles ne représentaient que 20% des effectifs. Enfin, il faut quand même noter une forte augmentation aussi des filles dans l'apprentissage, 23% en 2023, et encore plus, effectivement, je le disais, par la voie scolaire, puisqu'elles sont globalement à 49%. Malgré cela, et j'y reviendrai, il y a encore un fort clivage et il y a encore des filières qui sont particulièrement genrées dans l'enseignement agricole, malgré toutes les politiques de communication que nous mettons en place, malgré tout le travail qui est porté pour qu'on puisse lever les stéréotypes de genre et permettre aussi aux jeunes filles de pouvoir faire preuve de résilience face effectivement à cette rencontre avec le monde professionnel. Donc, il y a des actions qui sont pérennes depuis de nombreuses années dans l'enseignement agricole. Nous avons mis en place un réseau national avec des référents dans les académies pour promouvoir l'égalité, pour accompagner les établissements, pour former les acteurs de l'enseignement agricole, pour mener des actions à destination des jeunes et également pour apporter des ressources et des outils pour les pédagogues, les éducateurs que nous avons dans notre système de formation. Pour autant, il reste encore des inégalités, il reste encore des stéréotypes, il reste encore des idées reçues en matière d'orientation dans nos filières et en particulier dans la filière de production, mais également d'agroéquipement, de machinisme agricole. C'est pourquoi il a été décidé par la direction générale et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche, Benoît Bonnemé, de mener une enquête, de mener une étude au sein de l'enseignement agricole pour renforcer notre action en faveur de l'égalité et de la lutte contre les stéréotypes. L'idée, c'était évidemment de connaître les variants et les invariants en matière d'égalité quand les jeunes font leur choix d'orientation. Et cette étude a été non pas réalisée en interne, mais elle a été commandée à des chercheurs, des sociologues, des psychologues, pour qu'ils puissent nous apporter leur regard sur les facteurs qui jouent dans cette démarche d'orientation. C'était de contribuer à réfléchir sur les stéréotypes de genre qui persistent et comment les lever alors qu'ils sont fortement assignés dans notre enseignement. C'était aussi se questionner pour mieux agir dans les choix d'orientation, pour mieux agir dans l'accompagnement de ces jeunes, pour qu'ils puissent faire plus de résilience, pour qu'on puisse travailler dès l'école, dès notre système de formation, sur les freins, sur les leviers, dans les différents champs, pour que quand ces jeunes atteignent le monde de l'emploi, ils puissent collectivement, les filles d'ailleurs comme les garçons, s'insérer en ayant eu effectivement toute cette éducation en matière d'égalité pendant les années de formation au sein de l'enseignement agricole. Vous l'avez dit, il nous faut absolument lever des oppositions binaires basiques qui existent, qui persistent dans notre système. La question de la force physique qui serait réservée qu'aux garçons, la dimension relationnelle qui ne concernerait que les filles. Et donc, je pourrais en déterminer d'autres, puisque le rapport qui nous a été remis est fort riche. Et on voit bien qu'il y a à la fois la relation au travail à l'extérieur qui conduit véritablement à ce stéréotype de genre masculin, très masculin, de dire il faut de la force pour. Et puis, on a beaucoup de jeunes filles qui sont dans ce qu'on appelle les filières au service à la personne. Et on arriverait même à une question de naturalisation, en fait, dans ces métiers, en disant que les filles sont faites pour cela, parce que elles sont maternelles, parce que ceci, parce que cela. Et donc, il y a tout à travailler, en fait, sur cette question entre l'assignation et l'émancipation. Alors, ce rapport ayant été remis au directeur général, l'enseignement agricole, dans le cadre du double label égalité-diversité, la direction générale de l'enseignement de la recherche donc, a
a construit une feuille de route dans la continuité de l'action que nous portons depuis de nombreuses années, mais avec de nouvelles mesures pour à la fois renforcer l'action pour l'égalité entre les filles et les garçons et, comme cela a été dit, la levée des stéréotypes de genre, dans un contexte, je le redis, de renouvellement de génération dans ces 10 prochaines années de 30% pour renouveler donc ces générations. Alors, très rapidement, 4 axes que nous allons porter au sein de l'enseignement agricole. C'est la question de la représentation des métiers et des processus d'orientation dans l'enseignement agricole. C'est déjà anticipé, c'est déjà mis en œuvre avec le ministère de l'Éducation nationale, avec les différents partenaires comme l'ONICEP qui intervient dans le cadre de l'orientation. Nous devons également réfléchir sur tous les espaces-temps de l'enseignement agricole qui peuvent être aussi des générateurs d'émancipation. Je pense en particulier aux différentes instances, je pense en particulier aux classes, aux récréations, dans les temps, je dis hors classe, c'est-à-dire tous ces temps où les jeunes se retrouvent entre eux. Et pour que vous ayez une idée, nous avons 60% de jeunes internes dans notre enseignement. Nous devons accompagner encore plus les acteurs de notre système de formation vers de nouveaux modèles, en particulier comment nous faisons le lien avec les enseignants techniques et les enseignants d'enseignement général. Les enseignements généraux où la part des femmes est relativement importante, contrairement aux filières dites techniques. Et l'axe 4, c'est comment nous travaillons aussi sur le dépassement des stéréotypes face et au bénéfice des transitions du monde agricole que nous voyons, sur lesquelles nous travaillons, bien sûr les transitions climatiques, les transitions à la fois environnementales et agroécologiques, mais aussi les transitions sociales et sociétales. On ne peut pas agir seul, je l'ai dit tout à l'heure, et l'enseignement agricole développe des partenariats pour renforcer notre cohérence. Je le disais avec la haute fonctionnaire, cela a été cité pour l'égalité du ministère. Il faut que nous travaillions en réseau et en partenariat pour agir, pour avoir cette dimension transversale, pour avoir une action au plus près des territoires à la fois ruraux, mais pas que ruraux, également urbains. Nous avons le besoin de travailler en interministériel, puisque nous devons travailler en particulier avec l'éducation nationale. Nous devons travailler avec le monde professionnel. 70% des jeunes qui sont en notre enseignement sont en filière professionnelle, en baccalauréat professionnel entre autres, en CAP, en certificat d'aptitude. Et donc, nous avons un axe fort dans cette feuille de route de travail avec les maîtres de stage et d'apprentissage, et on l'a cité, avec les organisations professionnelles et les différentes filières. Et enfin, nous avons un partenariat fort à continuer à porter encore plus avec le monde associatif. Je pense par exemple à une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui a rencontré récemment d'ailleurs la haute fonctionnaire et qui mène chaque année ce qu'on appelle la sensibilité à l'entrepreneuriat au féminin. Et nous lançons en 2025 l'entrepreneuriat du vivant, les entrepreneuses du vivant, où de nombreuses femmes agricultrices donc dans nos campagnes, entre autres, interviendront auprès des jeunes de l'éducation nationale. En quelques mots pour finir, la Direction générale de l'enseignement agricole a conscience pleinement que le chemin est long, mais les progrès sont déjà là. Il y a des progrès et nous devons encore aller plus loin, cela a été dit. Pour y arriver, la puissance publique, vous l'avez dit, et c'est vrai aussi pour l'enseignement, elle doit être constante en matière d'égalité entre les filles et les garçons. Elle doit être constante en matière de lutte contre toute forme de discrimination. Elle doit être constante et forte en matière de levée des stéréotypes. Tout en tenant compte, car nous devons faire preuve de pragmatisme, en matière de transition, je l'ai dit, sociale et sociétale. L'éducation et la formation sont majeures, car à l'école se rencontrent, se côtoient, se confrontent les opinions, mais aussi les positions. C'est particulièrement à l'école que peut se construire à la fois l'esprit critique, mais aussi, et vous l'avez dit, et je pense que c'est très important, et c'est un axe fort aussi dans l'enseignement agricole, l'envie de s'engager,
l'envie de l'engagement. Et l'engagement n'est pas réservé aux seuls garçons, évidemment. Et on le voit au travers de l'engagement que nous portons et que les jeunes portent au sein de l'enseignement agricole, qu'il y a une réelle parité entre les filles et les garçons. Il n'y a pas de sujet entre l'action des filles et l'action des garçons. Je prends un seul exemple. Les éco-responsables qui agissent pour l'environnement au sein de nos établissements, il y a autant de filles et de garçons. Et d'ailleurs, la question ne se pose pas. Nous devons le faire tout en prenant soin que les jeunes fassent preuve de résilience, qu'ils puissent, pendant leur formation, exercer leur citoyenneté, parce qu'il nous semble majeur pour les filles comme pour les garçons que ce travail, que la formation, que l'éducation, dans le cadre de ce temps d'apprentissage, eh bien, je le redis, est majeur au moment et dans le cadre de leur insertion professionnelle. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était très inspirant. Merci Franck. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que vous auriez un commentaire concernant les solutions systémiques appliquées en France? On a parlé de l'éducation, de la situation des femmes, de comment la France y fait face. Parlez-nous de comment ça se présente en Pologne. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powiem o tym z przyjemnością, bo... Mesdames et messieurs, avec plaisir. Je ne suis pas une femme, mais en ce qui concerne le transfert des savoirs, l'innovation et le développement durable dans l'agriculture, mais également le soutien à l'agriculteur, tout cela rentre dans mes compétences. Je suis d'accord avec une thèse de base qui est revenue parmi les préopinants. L'éducation est clé. Il est nécessaire d'attirer l'attention sur les nouveaux défis, les nouvelles opportunités du secteur agroalimentaire. Et je pense que lorsque nous pensons à l'éducation, à la formation et à l'avenir, il va falloir soutenir les innovations dans l'agriculture. Et cela mènera à une meilleure participation des femmes dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, parce que ces barrières, ces disproportions, la force physique, entre autres, que vous avez mentionnées, ne seront plus un problème dans l'avenir. Et même le fait que les femmes sont plus détaillées, portent plus d'attention aux détails, sont plus minutieuses, tout cela peut être très utile dans une exploitation agricole. Je pense que déjà dans les médias sociaux, vous voyez qu'il y a des profils, qu'il y a des femmes, des jeunes filles actives dans l'agriculture, qui sont de très bonnes communicatrices sur les médias sociaux. Et c'est un travail qui est fait, entre autres, sur base des innovations agricoles. L'agriculture de précision. Et elles n'ont rien à envier aux hommes. Maintenant, l'éducation, la formation. Les écoles agricoles en Pologne sont sous la tutelle de notre ministère. Nous avons 300 écoles agricoles qui se trouvent sous la tutelle du ministère du point de vue de leur organisation et du cursus. Ce sont des écoles qui ont des formations très larges. D'un côté, nous avons le technicien agricole, technicien mécatronique, ça c'est très traditionnel, mais nous avons également des éleveurs de chevaux, mais également l'architecture verte, l'architecture des espaces verts, mais nous avons également l'élevage, la gastronomie, comme je l'ai dit, l'architecture des espaces verts. Et ici, nous avons une majorité de filles dans ces professions-là. Maintenant, si nous mentionnons les écoles, il va falloir se concentrer sur une formation pas uniquement traditionnelle, mais également qu'elle prépare à des rôles importants de la carrière professionnelle. C'est-à-dire il faut former en leadership, c'est très important. Si nous voulons qu'à l'avenir, l'équilibre homme-femme
au niveau cadre soit réalité. Et il faut soutenir déjà les femmes au début en leadership. Ce sont des compétences qu'on peut apprendre et qui peuvent être utiles ensuite au niveau cadre, au niveau des conseils d'administration. Quelles sont nos activités au ministère? Nous sommes en cours de reconstruction d'un conseil des femmes au ministère. Nous allons recruter de nouveaux membres pour ce conseil. Le conseil des femmes au ministère se composera principalement de femmes de différents profils en ce qui concerne leur conviction, leur rôle, leur éducation. Donc une grande diversité pour parler du rôle des femmes. Cela peut aussi avoir un bon impact sur le travail de notre ministère. Tout d'abord, c'est un conseil qui va bien entendu conseiller le ministère, mais c'est également un conseil qui va inspirer des initiatives intéressantes, telles que les conférences. Le Conseil des femmes a organisé des conférences dans le passé, telles que par exemple la mobilisation des femmes dans les espaces agricoles. Il y avait un concours, les femmes pour les villages polonais, justement pour montrer l'activité des femmes pour les espaces ruraux. Il y a également un autre conseil des femmes dans le cadre de la Confédération des chambres rurales. Je vois déjà des collègues qui participent à ce conseil. C'est très important parce que ce conseil national est présent partout, à chaque niveau régional. Dans les différentes voïevodies, nous avons des chambres de voïevodie et même des chambres nationales. Donc c'est une structure très élaborée et très large. Il faut aussi souligner les bonnes expériences que nous avons en ce qui concerne ce conseil des femmes, des chambres agricoles. Nous voyons que les membres sont très bien préparés, très dynamiques. D'ailleurs, c'est la même chose en ce qui concerne le conseil de notre ministère qui vient de finir son mandat et qui va être réélu. C'est très important au niveau international aussi. Donc, le conseil des femmes des chambres agricoles donne également un apport pour le COPA-COGECA et contribue à son travail. Entre autres, élu des délégués pour le concours Competition Award for Women Farmers, qui est justement un concours pour les innovatrices agricoles. Et je souligne encore une fois Madame Hanna Wodkowska, qui depuis 2023 est la première vice-présidente de ce conseil à COPA-COGECA. Comme on a Christine Lambert qui est active au niveau international représentant la France, nous avons des Polonaises également, Madame Hanna qui est auprès de COPA-COGECA. Mais Agnieszka Maliszewska est la première vice-présidente du comité COGECA des coopératives agricoles. Donc, peut-être au niveau national, les femmes ne sont pas visibles, mais au niveau international, elles sont présentes. Je dois dire qu'en ce qui concerne le Conseil européen des jeunes agriculteurs et agricultrices, il y a des associations qui sont représentées par Madame Hanna Jarosławska. Donc voilà, les compétences linguistiques, sociales, de négociation, tout cela est apprécié par les organisations agricoles. Ce qui concerne les femmes. Un point important qu'il faut mentionner lorsqu'on parle du rôle des femmes, ce sont les cercles des aktywności kół gospodyń wiejskich. Nous avons ces cercles de femmes de village et c'est un rôle de ces groupes qui évolue. Nous voyons que les femmes sont très engagées dans ces groupes au niveau des villages. Également, la législation modifiée par le groupe précédent
Il faut aussi parler de ces cercles des femmes rurales. Ce n'est pas seulement un cercle qui s'occupe de la tradition, de la culture, de la promotion des produits locaux, de les vendre, d'aller au festival et de se réjouir de faire la cuisine pour les gens qui l'apprécient. Ce n'est pas seulement un concours des crêpes de pommes de terre. Il y a beaucoup plus. C'est un réseau des cercles des femmes rurales en ce qui concerne l'éducation, par exemple linguistique, réorientation, réintégration professionnelle. Le nombre d'agriculteurs, comme en France, en Pologne, se réduit. Il y a concentration des exploitations. Donc, il faut qu'il y ait des emplois bien rémunérés pour ces femmes rurales. C'est très important. C'est un autre élément de ces cercles, c'est la promotion de la santé et de la santé préventive. Les cercles des femmes rurales, ce sont des organisations qui agissent dans un environnement défavorisé. Il y a d'habitude 2 organisations au niveau d'un village, c'est leur cercle des femmes rurales et les pompiers. Bon, à part l'Église, c'est le seul groupe où ces femmes peuvent se rencontrer. Nous avons 15 300 cercles de femmes rurales en Pologne enregistrés. Il y a des plénipotentiaires au niveau du Powiat qui sont responsables de la coordination de ce travail. Nous voulons y inclure les conseillers agricoles et nous voulons engager les femmes à ce niveau-là. Bon, nous les avons enregistrés, ça c'est bien fait par les plénipotentiaires. Madame Gerolska est avec nous. Est-ce que c'est vous qui êtes en charge de cela? Non, mais il faut bien souligner que l'agence rurale porte un registre de ces cercles. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait plus de coaching pour ces cercles des femmes rurales. Et ici, nous avons un institut national de la tradition et du patrimoine agricole qui va se focaliser justement sur des activités de formation pour les cercles des femmes rurales. C'est similaire à l'Institut de conseil agricole, en particulier celui de Cracovie qui se spécialise là-dessus. Voilà, quelles sont d'autres activités que nous avons? Nous avons un réseau national des espaces ruraux et il y a des formations organisées, des concours, des initiatives, des projets qui sont financés, entre autres, utilisant ces fonds, les fonds qui proviennent de l'aide technique, du programme de développement des espaces ruraux et de la PAC. C'est quelque chose que nous allons continuer. Le projet phare, c'est une conférence pour les leaders, les femmes leaders, en septembre cette année, déjà planifiée. C'est organisé par le Centre de conseil agricole de Varsovie. Je vais vous laisser les coordonnées pour que vous puissiez vous coordonner et contacter dans le cadre de cette conférence à venir en septembre. Bon, le département m'a préparé une liste d'initiatives, mais je ne vais pas les mentionner toutes, parce que moi, je viens d'une ONG. Et pour moi, la mobilisation sociale des femmes est extrêmement importante. J'étais président d'une association des jeunes qui vivent dans les espaces agricoles. Nous avions 4 vice-présidentes femmes dans mon association, donc pas de parité. Mais moi, je voulais qu'il y ait une présidente qui me succède, mais hélas, ça n'a pas marché. J'espère que dans l'avenir, ce sera possible. Pourquoi j'en parle? Il s'agit d'utiliser le Fonds social européen, pas uniquement les fonds de développement ruraux et la PAC, mais il s'agit de bien planifier le rôle des femmes dans le cadre des fonds européens, dans différents programmes au niveau des voïvodis. Toutes ces activités
et ces programmes doivent être en cohésion. Le rôle des femmes dans l'agriculture peut être présenté de manière intéressante. Ce n'est pas uniquement le travail dans l'exploitation, mais c'est également l'agritourisme, les fonctions de protection, les fonctions de prise en charge des personnes âgées, les fonctions de protection de l'environnement. Ça, ce sont des éléments qui sont traditionnellement également assignés aux femmes. Mais il faut montrer qu'à part l'agriculture, dans les espaces ruraux, les femmes peuvent être actives, elles peuvent être entrepreneuses. Si on regarde maintenant les exploitations, peut-être les plus grandes, pas les plus petites. Les petites exploitations, d'habitude, ont différentes sources de revenus. Professeur Monica Stanling de l'Académie des sciences l'a étudié. Mais les grandes exploitations, en fait, sont des entreprises. Elles font les comptes financiers. Et là, il faut également faire des formations d'entreprise. Et l'entrepreneuriat nous permet aux femmes de s'exprimer de manière ayant le plus grand impact. Bon, nous avons vu ce que la France fait dans le cadre de son motto de liberté, égalité, fraternité, en regardant l'activité des femmes dans les villages. Je voulais remercier et féliciter toutes ces femmes qui font des initiatives pour les femmes, telles que l'organisation AgriWomen. Mais il y a d'autres projets que je ne vais pas mentionner qui me plaisent grandement. Donc il s'agit de la liberté, l'égalité, la fraternité entre les sexes, c'est-à-dire l'utilisation du potentiel des femmes dans les espaces ruraux. Et le rôle de l'administration, c'est de bien gérer et de stimuler ce capital social. Et les femmes ont beaucoup de potentiel, ça nous le savons. Je remercie l'ambassade de France de cette conférence. Je pense qu'on peut tous libérer ce potentiel. Et je vous souhaite une conférence fructueuse. Merci, bravo Monsieur le ministre des paroles très motivantes pour nous tous. Au nom de l'ambassade, je voulais vous dire que nous sommes ouverts et nous sommes prêts, nous sommes partants pour participer avec le ministère dans toutes les activités de formation et d'éducation pour renforcer le rôle des femmes. Merci. Et maintenant, pause café, 15 minutes.